La séparation. Beaucoup la vivent dans le stress, la culpabilité, les remords, la tristesse. Des montagnes russes émotionnelles, difficiles à gérer. Mais la séparation, comme tout grand moment de la vie, n'est qu'une étape sur le chemin. Bien entourée et accompagnée, la possibilité d'une nouvelle vie est l'objectif à atteindre. Un couple sur 3 se sépare. Pourquoi ? Pour en parler, je reçois le sociologue David Le Breton. David Le Breton, bonjour. Bonjour. Avant de parler de séparation, est-ce qu'on peut faire une sorte de portrait sociologique des couples, on va dire, dans la trentaine d'aujourd'hui ? Je pense qu'il n'existe pas un portrait, il en existe d'innombrables, et c'est ça la difficulté d'approche d'un tel sujet, hein. Il y a bon nombre de jeunes qui sont encore dans une vision classique, disons, de la famille, du couple, dans une vision romantique de l'amour, et qui donc vont vivre ensemble. Ils ne vont pas forcément se marier, ils vont ou non faire des enfants, mais vous avez également d'innombrables autres qui sont plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de papillonnage amoureux ou de papillonnage sexuel, qui est bien entendu énormément favorisé, notamment par les applications, et qui ne veulent donc des jeunes qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont le souci de leur carrière. Ils ne veulent pas s'emprisonner dans une relation unique qui risque peut-être de mal tourner. On est face à une situation d'une très grande complexité, d'une grande ambivalence également. Mais est-ce que ceux qui décident, peut-être pas de se marier particulièrement, mais qui se mettent, comme on dit, en couple aujourd'hui, est-ce que c'est, on va dire, un moyen aussi de sortir de la famille, du petit cocon peut-être que les parents ont fait et de partir dans une sorte d'aventure qui Oui. peut, rapidement finalement faire qu'on se retrouve dans le même schéma Oui. avec la personne avec qui on est? Là, je ne pense plus que ça tienne la route, ce genre d'hypothèse. Ça pouvait fonctionner il y a encore une trentaine, une quarantaine d'années, où en effet beaucoup de jeunes de l'époque, en se mariant, voulaient échapper à une tutelle parentale, prendre leur autonomie, et cetera. Aujourd'hui, je pense que même les adolescents deviennent des individus au sens moderne du terme, c'est-à-dire des garçons ou des filles déjà qui sont en toute autonomie, qui prennent des décisions, et qui sont un peu détachés d'une certaine manière de leurs parents. Ce qui est très important, je pense, pour comprendre l'immense majorité des couples d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société aujourd'hui qu'on pourrait caractériser d'hyper-individualiste, hein. Le lien social est donc extrêmement fragmenté autour de l'hyper-individu, c'est-à-dire un homme ou une femme qui décide strictement de ses initiatives, de ses désirs. On n'est plus du tout aujourd'hui des héritiers, au sens où il y aurait une espèce de reproduction du schéma familial vers un schéma personnel plus tard dans la manière dont on construit sa vie. On est plutôt dans une société qui fonctionne sur l'émotion, sur le désir, sur l'initiative propre. Il y a plus de compte à rendre d'une certaine manière. Alors, très bien, nous sommes dans une société plus individualiste. Les gens, finalement, peuvent, décider d'être avec quelqu'un, puis quelqu'un d'autre, et se séparent. Et alors justement, se séparent un couple sur 3, voire sur 2 en Mmh mh. 2024. Mmh. Et d'après ce qu'on voit, sur les réseaux sociaux, sur, les forums, c'est que c'est toujours quand même très dur de se séparer aujourd'hui, que ce soit financièrement, psychologiquement et cetera. Comment ça se fait dans ce cas? Parce qu'il y a une espèce d'ambivalence? Oui, tout à fait. Dans la mesure où les individus d'aujourd'hui fonctionnent davantage sur le registre de leurs désirs, de leurs émotions, de leurs initiatives, il est clair qu'un couple qui ne s'entend plus très bien, va relativement facilement, se séparer. Après évidemment, les obstacles, sont davantage des obstacles financiers, des obstacles moraux jusqu'à un certain point quand il y a des enfants, par exemple, mais je crois qu'on n'est plus tout à fait dans une société qui fonctionnait encore il y a une vingtaine d'années quand un couple ne se séparait pas du fait qu'il y avait des enfants. Donc on disait, «On reste ensemble parce qu'il y a les enfants, on veut pas les faire souffrir» et cetera. Je crois qu'aujourd'hui, à la limite, même les enfants deviennent parfois secondaires en la matière, le désir, mutuel du couple, étant, souverain. Donc en effet, il y a cette difficulté financière, souvent pour les femmes d'ailleurs, parce que ce sont souvent les hommes
qui avaient les salaires les plus avantageux, qui avaient du travail. Parfois, les femmes n'en ont pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tant de problèmes avec des familles monoparentales, comme on dit paradoxalement, où c'est la femme toute seule qui élève ses enfants, avec un mari qui très souvent ne verse pas la pension alimentaire, avec tous les problèmes que ça pose. Il y a une surreprésentation du côté des souffrances adolescentes, des conduites à risque de nos jeunes, du côté des familles monoparentales, c'est-à-dire des familles où il n'y a plus de père, où le père est absent, où il vient de temps en temps, mais où en tous les cas il est tout à fait détaché de ses enfants. Donc le problème, il est plutôt du côté des femmes, du fait d'une domination masculine qui demeure quand même dans nos sociétés. Dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes qui sont désavantagées au moment de la séparation. Mais en même temps, donc le désir est souverain dans nos sociétés. Le moi personnellement je, pourrait-on dire, est absolument impératif et donc c'est aussi parfois très douloureux de continuer à vivre avec un homme ou une femme qu'on n'aime plus et le prix à payer, c'est justement parfois cette précarité économique, mais qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes, qui réussissent généralement à rebondir, enfin soit à maintenir le boulot qu'ils avaient avant la séparation, soit à en retrouver un autre dans une autre région ou ailleurs. On reviendra un petit peu plus tard sur les femmes, mais est-ce Ouais, qu'on peut repartir aussi sur, le comment le couple se forme? C'est-à-dire que, la société a beaucoup changé, vous le oui. disiez, les rencontres elles-mêmes se font Mmh. pas de la même manière. Est-ce qu'il Mmh. y a un impact de à la fois ces rencontres, Ouais. cette un peu obsession du réseau social? Il est clair que l'apparition d'internet notamment, qui a, renforcé l'individualisation du lien social, qui a démarré vraiment dans les années 90 avec la fin des cultures de classe, la fin des cultures régionales et puis donc, l'amorce de ce souci de soi, de ce que j'appelle l'individualisation du lien social. Quand internet est arrivé et particulièrement, plus tard, les applications, évidemment ça a énormément changé, les modalités de rencontre, hein. D'abord, également, on est dans des sociétés plus mixtes, socialement aujourd'hui. On vit dans un monde qui change infiniment et les applications jouent également un très grand rôle dans les rencontres. Mais là aussi, ça co c'est les choses deviennent d'une complexité folle parce que beaucoup de rencontres se nouent à travers les applications, mais les applications, sont à de multiples tranchants, si j'ose dire. La dominante quand même, c'est la recherche de partenaires sexuels et pas de partenaires, amoureux avec lequel on va vivre des mois ou des années de vie. Même si évidemment parfois, ces rencontres «sexuelles», entre guillemets, peuvent aboutir à des relations amoureuses beaucoup plus durables. Mais en même temps, toutes ces applications amènent au fait que des garçons ou des filles, ont 3 ou 4 partenaires, réguliers mais en même temps ne vont pas s'engager ensemble, donc la séparation peut se faire de façon plus souple. Il n'y a pas un engagement économique, il n'y a pas des emprunts autour, de la maison, il n'y a pas des enfants, dont la responsabilité est partagée. Il y a une forme donc de nomadisme, amoureux, qui rend le couple plus précaire, mais dans le partage du désir, dans le partage, d'un être ensemble qui ne doit susciter aucune difficulté. Et puis, s'il y a encore une cinquantaine d'années, l'immense majorité des couples, étaient, plutôt hétérosexuels, aujourd'hui, il y a aussi énormément de couples homosexuels, de garçons ou de filles, voire des garçons ou des filles, qui sont dans une bisexualité et qui papillonnent aussi d'un partenaire ou d'une partenaire à une autre. Mais ce qui traduit bien de toute façon l'individualisation du lien social d'aujourd'hui. Mon désir, c'est le mien, peu importe qui j'aime, j'ai envie de vivre avec cette personne et personne ne m'empêchera de le faire et cetera. Ce qui fait que c'est difficile sociologiquement d'établir «une norme» entre guillemets. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a d'innombrables normes pour les uns, pour les autres, certains qui sont encore dans le romantisme et qui veulent une relation durable, qui dure, peut-être la vie entière et il y en a beaucoup quand même, hein, qui vont justement prendre des emprunts pour leur maison, qui vont, «programmer» entre guillemets des enfants ou qui vont assumer les enfants, qui sont venus en cours de route. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui pensent que c'est impossible de s'engager parce qu'après quelques années, le désir peut-être va retomber, on va peut-être s'ennuyer ensemble et cetera. Voilà. Si on va sur le chemin des couples, on va dire un peu plus durables comme vous dites,
Est-ce que aussi la démocratisation du divorce qu'on connaît depuis, allez, oui, au moins une trentaine d'années, est-ce que cette démocratisation du divorce a eu un impact justement sur la séparation plus facile, peut-être sur l'idée de couple? Au début des années 90, c'est d'abord, le changement des sensibilités collectives qui amène à cette banalisation croissante du divorce. L'individualisation du lien social amène à penser que finalement on n'est pas prisonnier forcément d'une relation amoureuse. D'abord, on peut les multiplier avant de savoir avec qui on a envie de vivre plus durablement, ou alors on attend de trouver la bonne personne et on se préserve jusque-là. Ce qui se passe donc au début des années 90, c'est le changement de régime du mariage. Auparavant, on se mariait pour le meilleur et pour le pire, selon la formule consacrée, et à partir des années 90, c'est le mariage pour le meilleur sans le pire. Et peu importe d'ailleurs qu'il y ait ou non des enfants, puisque le problème des enfants va devenir une problématique absolument majeure. Que faire des enfants? Je crois quand même que les gens se marient davantage aujourd'hui en ayant pesé leur sentiment de vivre ensemble dans la durée. Mais bien entendu, il y a tous les impondérables de la vie quotidienne. Les conséquences du choix amoureux sont pas dans l'immédiat, ils sont dans l'avenir, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je pense à un poème de Maïakovsky, voilà, le plus grand amour peut se heurter à la vie quotidienne, enfin au récif de la vie quotidienne. Et puis, au départ, un amour plutôt, une sorte d'accord raisonnable avec, du désir, quand même et cetera, peut finir par, une relation qui dure dans le temps et puis au fil du temps même qui devient de plus en plus forte, parce qu'au-delà de l'amour, il y a aussi une sorte d'amitié, quelque chose de très fort, qui se noue. Mais ça, c'est toujours le temps qui vient qui a la réponse, ce n'est jamais le présent. Mais évidemment, on fait tous nos choix sur le présent, c'est ça l'écueil. On parlait des femmes tout à l'heure et clairement aussi la place de la femme a beaucoup évolué dans notre société. On dit que 75 des demandes de divorce sont faites, aujourd'hui par les femmes. En tout cas, c'est un de vos Mmh. collègues, je crois, qui, parle de ça, François de Singly. Quel est justement le rôle de l'évolution de la place des femmes dans ces séparations? Le fait de, se retrouver peut-être, vivre, autre chose ou de s'accomplir. Est-ce que vraiment aujourd'hui c'est le cas? Est-ce que vraiment la femme, veut, comme vous le disiez, sa liberté, son indépendance à un moment donné ne et quelque part beaucoup moins attachée à ce côté romantique et Mmh. durable de l'amour? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la prise d'initiative, l'autonomisation, grandissante des femmes dans nos sociétés, donc un certain relâchement finalement de la domination masculine qui va amener ces femmes à être davantage souveraines sur leurs désirs et donc à se séparer sans trop de difficultés d'un homme, voire d'une femme, avec laquelle, elles étaient, attachées. C'est toujours la prééminence du désir, là où autrefois la femme se sentait prisonnière de ses responsabilités, notamment envers, les enfants ou éventuellement envers, son compagnon, même s'il était alcoolique, même s'il était brutal et cetera. Il y avait toujours ce fantasme de le protéger, peut-être de le guérir de ses mauvais travers et cetera. Aujourd'hui, les femmes ont bien conscience que non, elles ont aussi un droit au désir, un droit à l'épanouissement personnel et elles ne supportent plus d'être mal traitées par, leur compagnon ou leur mari et donc elles vont très facilement, divorcer du fait que la loi également étant devenue beaucoup plus égalitaire à cet égard, elles vont relativement facilement pouvoir, se séparer de leur compagnon ou de leur mari ou de leur compagne éventuellement si elles sont mariées avec une autre femme. Dernière question, au regard d'un sociologue, cette situation actuelle de finalement la séparation,
facile, mais qui peut toujours être, douloureuse. Comment on peut peut-être, voir le couple dans l'avenir? J'ai l'impression que dans les années, dans les décennies qui viennent, on sera un peu dans le même cas de figure parce que ça semble difficile d'envisager le monde autrement, c'est-à-dire un monde d'une infinie complexité, où la liberté des uns, justement, se conjugue à celle des autres, à travers, par exemple, ce nomadisme amoureux, cette quête davantage d'érotisation, de sexualité plutôt que d'un amour partagé, enfin d'une vie partagée au quotidien. Mais je pense qu'il y aura de toute façon toujours des hommes ou des femmes qui voudront construire quelque chose davantage dans la durée, qui voudront voir grandir leurs enfants ensemble, voilà, vivre, cette aventure du couple finalement, même si, elle est plus problématique qu'elle était autrefois. Là, franchement, je vois le monde à venir un peu, dans la proximité de celui d'aujourd'hui, avec une réflexivité encore plus grande puisque plus on avance et plus on réfléchit justement, sur nos manières de vivre, sur nos choix amoureux et cetera. C'est ça qui caractérise nos sociétés contemporaines, c'est l'hyper-réflexivité. On réfléchit absolument sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on réfléchit bien, la preuve, c'est la masse de séparations, mais en même temps, on est quand même dans cette, on pèse le pour et le contre avant de se marier ou de décider de ne pas se marier, de vivre ensemble ou de ne pas vivre ensemble et cetera. Mais je pense que donc le mariage ou le couple dans la durée a quand même des beaux jours, devant lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas se multiplier par ailleurs d'autres cas de figure, de relations amoureuses à 2, 3, 4, voilà, ou des relations durables même, hein. Je Ça existe aujourd'hui, mais aussi, à un moment donné, des séparations comme, aujourd'hui, même quand un grand amour aura présidé à la rencontre et au fait de vivre ensemble pendant des années ou des années. Comme je disais tout à l'heure, nul n'est à l'abri aussi d'une rencontre fulgurante, d'un coup de foudre, comme on disait autrefois, qui fait que soudain, toutes les anciennes résolutions, le sentiment de responsabilité volent en éclats devant la formidable attraction du désir, qui amène à tout changer dans sa vie. Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Séparation sur massif.fr.